Et si on prenait une pause paumée, autour d'un café, d'un verre, histoire de prendre de la hauteur sur son parcours et avenir. Aujourd'hui, je prends un café avec Choupa, du trio de la chaîne YouTube à sketch Lollywood. Et ça vous dit de venir à notre table? Allez, c'est parti. Bienvenue Choupa dans ce café qui est lequel? C'est quel café? Partage Café, c'est un peu mon QG. J'habite dans le 15e, c'est pas loin. Il y a du très bon café, des super pâtisseries, le déjeuner est très bon et l'équipe est adorable. On va faire un petit retour sur ton parcours, on va prendre de la hauteur sur tout ça, ça sert à ça une pause. On va discuter du coup dans ton café préféré. Dans mon café préféré, voilà. Avec ma personne préférée. Oh ça commence bien. Comme toute rentrée des classes, les professeurs, tu sais, ils donnent toujours une fiche de liaison pour apprendre à te connaître, tu vois. Tu te souviens pas de ça? Non, je suis tellement vieux, je me souviens pas. Du coup, c'est pour avoir un maximum de renseignements sur toi, savoir qui t'es et tout. Moi, je me suis dit, c'est une bonne manière d'apprendre à te connaître. Donc, je t'ai fait une petite fiche de liaison, comme je suis une bonne prof. Je te laisse me répondre. Ah, c'est génial. Ok, alors nom, Falque Pirotin. Prénom, Charles. A.K.A. t'as un surnom, non, un peu? A.K.A. Choupa. Profession des parents. Alors, mon père est à la retraite, mais avant, il était cadre dans la finance d'entreprise. Il travaillait à la BNP pendant 40 ans. C'est ce qu'on appelle un managing director. En gros, il voyait des clients, il leur disait oui, je viens vous prêter un peu de thunes ou pas. Et ma mère est prof d'anglais, encore aujourd'hui. Elle est à la retraite, mais elle continue de donner des cours. Et tu lui demanderas, je suis sûre qu'elle faisait des fiches de liaison, des liaison fish à ses élèves. Et toi, tu fais quoi comme métier alors? Eh ben oui, et moi, je suis auteur et comédien. Alors si on se remet à l'époque du lycée, tu vois, t'as ta fiche de liaison. Si je t'avais posé la même question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu voulais déjà faire auteur-comédien? Ouais, je voulais déjà être comédien. Et auteur, j'ai eu une vraie révélation parce que tous les midis, avec un pote, on rentrait, on filait chez moi pour la pause déjeuner. On se prenait des sandwichs, on matait Friends, on matait 3 épisodes et on retournait en cours. Et tous les jours, je regardais Friends et je suis devenu vraiment fan, encore aujourd'hui, de cette série. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des gens dont c'était le métier d'écrire Friends, d'écrire les épisodes, les personnages, les caractères, je me suis dit, wow, mais ça a l'air génial. Tu les vois tous ensemble autour d'une table à faire des blagues et à te faire rire toi en tant que spectateur de l'autre côté de la planète. Je me suis dit ok, j'aimerais bien faire ça. Et je suis pas passé par là au début, quand on en parlera peut-être, mais là à 28 ans j'ai réussi à faire mon coming out d'auteur et de comédien. Et du coup au lycée, t'étais quel type d'élève? J'étais moyen plus dans le premier tiers de la classe. J'étais pas la première de la classe, j'étais pas dernier. J'avais pas beaucoup de facilité. J'ai des facilités en langue, mais après les maths j'étais en English, grâce à ma maman. Non, j'étais plutôt discipliné. J'aimais bien déjà faire marrer les copains et faire marrer les profs. Mais ouais, j'étais comme aujourd'hui. J'ai besoin de beaucoup bosser pour y arriver. J'ai pas beaucoup de facilité. Au lycée, en tout cas, j'ai une période difficile où ça marchait plus et je me suis remis en question un été. Je fais le CNED, c'est horrible. Et je dis plus jamais le CNED, donc je travaillerai plus durant l'année et ça m'a servi. J'ai eu une bonne terminale. J'ai pu aller à Dauphine après. Parce que comment ça s'est passé toi au lycée? T'avais APB comme pas comme moi. APP. Ah non, APB. APB non. Mais non, tu es tellement vieux. Moi j'ai 35 ans. Non, moi, ça s'appelait... les moins de 20 ans. Ça s'appelait Ravel, moi. Quoi? Ravel. Tu as un acronyme qui veut dire un truc. Quoi. Ouais, genre Maurice, mais c'était. Je sais plus ce que ça voulait dire exactement, mais c'est l'ancêtre de la mission post-bac et de Maurice. Et on se faisait un top 10 de nos choix. J'avais mis prépa de commerce, j'ai mis Dauphine. Et au final, tu vois, j'étais allé à. Mais t'avais mis que des prépas au début? J'ai mis que des prépas commerciales. Et Dauphine, c'était en parallèle, vu que c'était une fac. Et vu que je n'ai pas eu les prépas de commerce que je voulais, on s'est dit avec mon père, si t'as pas ton top 3, tu vas à Dauphine, parce que ce sera. Mais Dauphine, tu t'inscrivais sur Ravel aussi à ça? Oui, mais c'était un circuit parallèle parce que c'était la fac. T'as le droit à postuler à, je sais plus, 10 prépas et 3 facs, un truc comme ça. Je sais plus exactement, parce que je suis vieux. Et t'as été pris nulle part en prépa? J'ai été pris à Saint-Michel-de-Picpus, qui était mon choix numéro 4, à Sainte-Croix-de-Neuilly, qui était mon choix numéro 6. C'était 6 choix d'ailleurs. Pourquoi des prépas de commerce? Au lycée, tu me dis, ouais, j'ai dû beaucoup bosser. Franchement, de l'extérieur, on se dit que la prépa, faut encore plus bosser. Tu t'es dit, sadomaso, j'ai envie d'encore plus bosser. Pourquoi ce move? C'était tellement, t'es faite pour être conseillère d'orientation, et tellement bien cette question. Je t'en prie. C'est une très bonne question. Je pense que, comme beaucoup encore aujourd'hui, parfois j'ai tendance à surestimer mes capacités. En fait, j'ai tellement d'engouement, de motivation, que je suis convaincu que ça va compenser le travail. En fait, non. Et au final, c'est un mal pour un bien, parce que je pense que j'aurais pas tenu forcément en prépa, vu que j'avais besoin de beaucoup travailler déjà au lycée. J'aurais peut-être pas tenu le cap. J'avais jamais réalisé ça, t'as raison. Au final, je suis tombé à Dauphine, et c'était très bien, parce que j'ai rencontré ma femme, mes associés, mes meilleurs potes. Mais Dauphine, c'était un extrême inverse, parce que c'est la fac, il y avait que 17 heures de cours par semaine. Il fallait d'autant plus de discipline pour
pour aller au cours et faire le travail nécessaire à la maison. Exactement, il faut être vigilant quoi, parce qu'en fait la fac, comme tu es face à toi-même, c'est toi qui dois te discipliner. Il y a peut-être moins de travail qu'en prépa, mais quand même il y a les partiels, il y a tous les TD, et ensuite si tu veux faire la vie associative, ça prend quoi. Et bah tu vois, aujourd'hui par contre on a eu le même bac toi et moi. T'as fait quel bac toi d'ailleurs? S. Normal que t'étais à Dauphine alors, parce que Dauphine il faut être un matheux. Justement, c'est un de mes sujets de paumé, mais donc je pense que ça viendra plus tard dans l'interview, spoiler. J'ai fait S parce que ça ouvrait plus de voies, mais j'avais pas du tout un profil de S. C'est pour ça que j'ai autant cravaché, c'est que c'était physique, chimie, SVT, maths, moi c'était pas mon truc. Moi j'étais plus histoire, géo, langue. Oui, t'aurais dû faire L quoi. J'aurais dû faire ES, L, ouais. Parce qu'à mon avis t'étais quand même bon en maths un petit peu. En bossant, j'y arrivais, ouais. Et effectivement, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, on avait une pression pour faire S parce que c'est S qui nous ouvrait les voies de. Tu veux faire S pour faire médecine, faire S et même aller en école de lettres si tu veux. Bon, heureusement, j'ai bien bossé et j'ai réussi à avoir Dauphine. Je pense que j'aurais fait ES, j'aurais pas forcément eu Dauphine. Du coup, aujourd'hui, tu vois, là où il y a un changement pour moi aussi, j'ai fait le même type de bac que toi. Moi, j'ai fait un bac L. T'as fait un bac L, toi? Moi, j'ai fait un bac L. Ah bon? Mais oui. Moi, je savais même pas. Littéraire vibe. Tu pensais que j'avais fait quoi? Bah, je sais pas, ES plutôt. Ouais, non, mais en fait, j'aime pas les chiffres. Ah ouais, on apprend plein de choses encore. Je pensais te connaître très bien, mais en fait, non. Mais tu vois, ça reste un podcast. Alex. Pour revenir en tout cas sur les spécialités de bac, bah justement, ça qui est marrant, c'est que, enfin, marrant, je sais pas, mais nous à l'époque, il y avait bac S, ES, L. Aujourd'hui, c'est plus tout ça. C'est un menu avec des spécialités. Alors, c'est pas des spécialités régionales, c'est des spécialités de matière. Et donc, je me demande si toi, à l'heure actuelle, t'avais ce menu et t'as le droit à 3 spécialités. Tu prendrais quoi? Ah, c'est intéressant. J'aimais bien l'histoire géo, pourquoi pas. Humanité, littérature, philosophie, ça pourrait me plaire. Langue, littérature, culture étrangère, ça je l'aurais pris direct. Mathématiques, no. Physique, chimie, no. Sciences de la vie de la Terre, non. Sciences économiques et sociales, ou sans plus. Non, en vrai non, parce que j'en ai fait à Dauphine, je trouvais ça nul. Sciences de l'ingénieur, non plus. Écologie, agronomie, territoire, vu comment je m'occupe de mes plantes, une patate, non. Numérique et sciences informatiques, non. Art, évidemment. Art du cirque, art plastique, ouais, bien sûr, ça, numéro 1. T'aurais été le fanfaron de l'école, toi. Ouais. Premier de la classe. Bah, ouais, je sais pas premier de la classe, mais je me serais senti à l'aise dans ça. Alors, littérature, langue et culture de l'Antiquité, non, trop loin. Et sport, éducation physique, pratique et culture sportive. Ouais, ok. Alors, j'aurais mis art en numéro 1. Langue, littérature, culture étrangère et sport. Le combo gagnant pour moi. Toi, t'aurais fait quoi? Moi, je pense que j'aurais fait histoire géo, géopo, sciences politiques, littérature, philo, humanité. En fait, moi, j'aurais fait un bac L. Ouais, c'est ça. Mais art. Langue et art, ouais. Genre, j'aurais fait cinéma audiovisuel, théâtre, tu vois. Ouais. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment comme ça que ça se passe aujourd'hui pour les je étudiants. crois. Alors, heureusement, je bosse avec un prof sur Paumé, donc il me validera ça. De toute façon, c'est le premier épisode. On verra, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a le choix. Ouais. Et c'est ce qu'on n'avait pas à mon époque. Ouais, mais ça fait que du coup, maintenant, il y a des jeunes qui prennent plus du tout maths, par exemple. Et je crois que la France, c'est chaud. Ah ouais? Je savais pas. Ça me rassure parce que j'étais pas bon en maths, donc c'est-à-dire que je suis un bon français. C'est ça. T'es un français bien. Un français normal, moyen, quoi. T'es un français, voilà. Okay. T'es dans la moyenne. Avant qu'on quitte le lycée, est-ce que tu as un souvenir marquant du lycée? Ouais. J'ai paumé au lycée, j'ai, et un bon souvenir au lycée, j'ai aussi. Au lycée où j'étais, à la fin de l'année, on avait un spectacle qui s'appelle La Bourse au Talent. J'étais dans le 8e à Fénelon-Sainte-Marie. Je pense qu'ils font encore ça. Et à partir du moment où tu es au lycée, tu peux postuler, faire un numéro. Et c'est les terminales qui organisent le spectacle. Et moi, en terminale, avec mes potes, on a fait 2 sketchs des inconnus. Donc on a rejoué, c'était les radios libres et les pétasses. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire, quoi. Et donc il y avait un énorme kiff sur scène. J'avais un peu lâché les cours à côté, parce que c'est le 3e trimestre, tu connais. Et tu vois, c'est amusant parce que il y avait un côté de ouais, je le fais parce que ça me fait kiffer, mais à ce moment-là, je l'ai pas forcément vu comme une vocation, me disant ouais, c'est pas un métier, c'est pas sérieux. Faut que j'ai un CDI. Et on voit un peu la pression sociale. Je sais pas si c'est mon père ou l'éducation à ce moment-là, mais il y a un côté non, il faut un boulot sérieux, il faut un CDI, il faut avoir des bonnes notes. Alors que je prenais beaucoup plus de kiff à être sur scène, à faire des sketchs. Et au final, ça m'a rattrapé. Donc tu vois, au final, la vie fait bien les choses. Du coup, donc t'es sur Ravel, tu choisis tes études, enfin tu fais ton petit top 10, t'es dans ton bac S, donc tu rentres direct à Dauphine, c'est ça? Comment ça se passe? Ouais, j'avais une première qui était pas bonne, première S qui était pas bonne, donc j'en ai chié. On m'a proposé d'aller en ES. J'ai réfléchi durant l'été, j'ai dit non, ES c'est risqué, surtout que j'aurais pas les bases des premières. Soit je redouble, soit je perds du temps. Donc je bosse, je m'accroche en terminale. Ah, donc le lycée c'était vraiment chaud quoi. Ah, c'était chaud, hein. Ah, la première, j'en ai vraiment bavé. Alors que tu bossais tout autant quand même? Non, première, je me suis relâché, mais parce que j'étais dans une section qui me plaisait pas. Mais au final, je me suis ressaisi en me disant il me reste une année, mon avenir en dépend, donc je vais me mettre au boulot et comme ça j'aurai le choix. Mon père m'a appris ça et ça je m'en souviendrai toute ma vie. Il faut pas bosser pour avoir des bonnes notes, il faut bosser pour avoir le choix. Plus t'as des bonnes notes, plus tu auras du choix. Tout comme aujourd'hui, t'es en médecine, plus t'as des bonnes notes, plus tu peux choisir ta spécialité. Ma soeur est médecin, c'est
c'est le cas. Un comédien, s'il bosse bien, il aura le choix des scénarios. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Un footballeur, plus il est fort, plus il peut choisir le club où il va travailler. Bref. Donc j'ai compris ça. Je me suis mis un coup de pied au cul. J'ai bossé durant l'été et j'ai attaqué ma terminale S avec beaucoup plus de base. J'étais plus solide, j'avais plus confiance en moi aussi. J'ai réussi à avoir un bon premier trimestre, deuxième trimestre, et ça me permet d'avoir Dauphine. Et vu que, comme j'ai dit, j'avais pas les prépas que j'espérais avoir, je suis à la Dauphine un peu en plan B, mais comme tu l'as soulevé, je pense que c'était le bon choix. Et donc je suis arrivé à Dauphine en octobre 2005. J'étais pas heureux à Dauphine en cours, hein. Les premières années avec macroéconomie, microéconomie, j'étais parce que c'est horrible, hein. C'est des calculs super difficiles. C'est des maths dans... Mais il y a du grec. Des mutants, des maths. Il y avait des stats, j'étais nul en stats, en proba, j'étais nul. J'ai eu 2 à un partiel, t'imagines? Et c'est quoi, t'as juste mis ton prénom? Non, j'ai juste chié ma copie, quoi. Les 2 premières années de Dauphine étaient dures, mais heureusement à côté j'étais très heureux parce que j'étais dans la vie associative, j'étais membre de Chanel 9, la télévision de la fac. En gros, après les cours et le soir, on se retrouvait avec les autres membres de l'asso qui sont devenus des potes. On écrivait des sketchs. Et en fait, ce que je faisais sur scène au spectacle de fin d'année du lycée, je le faisais quotidiennement avec mes nouveaux potes de Dauphine. Et là, tu vois, le cœur a la raison. J'étais très heureux à Dauphine parce que j'ai la vie associative. En cours, je regardais le temps passer, quoi. C'est parce que comment Dauphine, c'est combien de temps? C'est 5 ans, 3 ans pour la licence et 2 pour le master ensuite. J'ai pas eu de bonne note en deuxième année parce que j'étais vice-président de Chanel 9 et j'avais 18 ans, je savais pas gérer. Et j'ai eu les rattrapages, mais j'ai réussi à négocier avec le bureau d'échange que si j'avais eu mon rattrapage, je pourrais aller quand même dans mon échange au Canada où j'étais pris à Toronto. J'ai eu les rattrapages. Première fois de ma vie que je majore quelque chose, c'était le rattrapage de stats, justement. J'ai eu 13. Quand tu cravaches Quand tu cravaches. Et encore une fois, la leçon n'était pas apprise au lycée, il fallait la réapprendre à la fac. Mais là où ça devient vraiment cool, Dauphine, c'est le master. Là, tu veux choisir vraiment la discipline qui te plaît. Et là, je suis parti en marketing. Il y en a qui allaient en finance, en contrôle de gestion. Burk, pour moi. T'as étudié quoi en marketing? C'était la pub Marketing, il y avait une matière qui était de la pub, qui était vraiment le truc qui m'intéressait parce que moi, à la base, mon plan, c'était dans mes rêves d'être auteur de Friends et comédien. Je voulais être Mathieu Perry, je voulais être comédien de Friends et auteur de Friends. Mais vu que j'étais à Paris, pas à Hollywood, je me suis dit, c'est pas grave, je vais être concepteur et rédacteur dans la pub. Je vais écrire des pubs, ça sera trop marrant. Et donc, le marketing à Dauphine en première année de Master 1, c'était politique de produit. Pas mal, hein, comme terme. Si vous voyez nos thèses, on est vraiment majeur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment un titre de diplôme de marketing. Et si je me rappelle bien, c'était en gros du développement du produit à son lancement sur le marché. C'était plutôt intéressant. On avait des cours de sociologie, distribution. Master 1, c'est encore général. Master 2, c'est que des promos de 30 personnes. Et j'en reviens à mon dilemme, tu vois, je pense que je peux y arriver. Mais en fait, dans le master, il y avait que des promos de la classe. Et dans l'autre master, il y avait Hugo. Et ensuite, Hugo me fait, mais mec, viens te marier avec moi une année en cours. Et il avait raison. Et on a passé une très bonne deuxième année ensemble. Et puis voilà, c'était 3 ans un peu de galère, 2 ans de kiff, mais en termes de cours, hein, je parle. Tout le reste du temps, c'était du kiff parce qu'il y avait la vie associative. Finalement, mes études à Dauphine, c'était Chanel 9 pour devenir auteur et comédien, je pense. D'ailleurs, comment t'as fait pour découvrir Dauphine, pour trouver cette école, tu vois, et te dire on va s'inscrire là? Je crois que, comme je te disais, il y avait vraiment presque une filiation entre mon lycée et Dauphine. Donc j'en ai entendu parler par les grands frères et les grandes sœurs de gens de ma promo au lycée. T'étais où? T'étais dans quel lycée? J'étais à Fénon-Sainte-Marie dans le 8e et je crois qu'on avait une journée de visite à Dauphine quand j'étais au lycée. Ah oui, non, on est vraiment sur un partenariat. Non, mais c'est que il me semble que Dauphine était avant sectorisé, donc c'était que les lycées de l'Ouest qui pouvaient postuler parce que c'était comme ça que ça marchait à l'époque. Dans beaucoup de facs, t'habitais à tel endroit, t'allais dans telle fac. Et moi, mon année, c'était la première sur dossier. Donc tu pouvais venir de n'importe où en France, c'était des bonnes notes, il fallait à Dauphine. Donc j'avais un bon combo, j'étais proche, j'avais des bonnes notes. Et j'ai fait la visite, j'ai trouvé ça très moche, Dauphine, j'avais pas envie d'y aller. Ah oui, hein, ça donne pas envie. Hein. C'est dégueulasse. Mais voilà, c'est comme on dit, il faut pas juger un livre sur sa couverture. Qu'est-ce que tu retiens finalement de tes études? Plusieurs choses. Un truc que mon père m'a toujours dit, que j'ai réalisé à Dauphine, c'est que travailler c'est bien, mais le réseau c'est mieux. Enfin, c'est complémentaire, mais tu vois, mon père m'a toujours dit, j'ai toujours développé mon réseau est hyper important parce que mon réseau c'est ce qui me permet d'avoir des opportunités personnelles, professionnelles. Et à Dauphine, j'ai vraiment développé un réseau. Je me suis dit, il faut que j'ai un réseau, mais tu rencontres des gens, tu te fais des potes. Et c'est des gens que je revois encore aujourd'hui. Il y en a à qui je suis associé, Hugo, Manu et Arnaud. Et il y en a d'autres que je revois parce qu'on est dans des métiers similaires. Donc il y a des synergies qui se créent. Et j'ai un vrai réseau dauphinois grâce à ces années de teuf, de beuverie ou juste de bons moments passés ensemble. Le deuxième truc que j'ai appris, je pense que j'ai appris ça en cours. Dans le cours de management stratégique, il disait qu'une entreprise, pour qu'elle soit viable et qu'elle tienne, il faut qu'elle se diversifie. Il faut qu'elle ait différentes activités. Parce que si une activité flanche, tu pourras te rattraper avec les autres. Et j'applique ça aujourd'hui en tant qu'auteur et comédien. Et en fait, alors, avant de passer justement sur ta vie pro actuelle. Ramener en enfance, là j'ai des boutons d'acné complets
poussé en parlant du lycée, c'est fou. Écoute, c'est le but justement, c'est vraiment la pause paumée que tu peux écouter pendant ta pause récré. J'ai du sébum qui transpire sur le visage. Le premier amour. Et je vais muer là bientôt. En fait, juste, est-ce que tu as eu des petites expériences pro justement pendant tes études? Là, je triche un peu parce qu'on se connaît, mais il me semble que tu as gagné un concours, non? Putain, t'es forte. Ouais. Mais je t'écoute, Choupe, quand tu me parles. Ouais. Et c'est hyper important que t'en parles parce que c'est un truc pareil que moi je l'ai découvert et je me suis rendu compte a posteriori. Les stages, les expériences professionnelles, ça a plus de valeur sur ton CV que tes diplômes. Parce que tout le monde a des diplômes. On a un Master 2 tous les deux. Ce qui va faire la différence quand tu passes un entretien, c'est pas que t'as eu 14 à ton Master 2 ou que ton voisin a eu 13, ça on s'en fout. C'est qu'est-ce que tu as eu comme expérience professionnelle et qu'est-ce que tu en as tiré, qu'est-ce que ça t'a appris, parce que m'apporter tes connaissances théoriques de ton master, n'importe qui peut le faire et même moi j'ai fait un master. Par contre, j'ai pas travaillé là où tu as travaillé, j'ai pas eu la même expérience professionnelle que toi, ça m'intéresse de travailler avec toi pour que tu m'apportes ça. Et moi je vais t'apporter mon expérience. Donc mon père, grâce à son réseau, a réussi à obtenir un stage de 2 mois chez Publicis sur les Champs-Élysées où j'étais assistant de chef de pub pour la bouffe pour chiens et chats. J'ai pas de chien, j'ai pas de chat, mais j'avais très envie de découvrir le monde de la pub. Comme je disais, je voulais être concepteur-rédacteur et ça a été un premier pas qui était vraiment intéressant. Ça t'a plu ce stage? Pas mal parce que j'ai découvert plein de choses, j'étais bien entouré, ma maître de stage était super et je suis allé à des shootings de pubs de chats, j'ai bossé avec un concepteur-rédacteur, donc j'ai touché du doigt un truc que j'avais envie de voir et ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas forcément l'idée que j'en avais, c'était pas aussi cool que je le pensais. D'où l'importance des stages aussi, parce qu'en fait tu peux idéaliser un secteur professionnel, un métier pendant des années et te dire ok, à la fin de mes études je ferai ça, et là une fois que tu y es, c'est nul. Et donc je me suis dit tiens, si j'allais faire un tour chez l'annonceur plutôt que l'agence de pub. Et dans le cadre du cours politique de produits ou comportement consommateur, il y avait L'Oréal qui venait dans toutes les écoles de commerce et à Dauphine pour te présenter un concours étudiant qui s'appelle le Brandstorm, un jeu de mots, Brandstorm, où en gros te disait on aimerait que vous nous proposiez une stratégie pour le lancement de tels nouveaux produits parmi nos marques. Et donc moi j'ai fait une équipe avec 2 nanas, on est arrivé 4e et les filles qui avaient gagné se sont retrouvées à faire la finale France et une d'entre elles a pas pu y aller pour des raisons professionnelles. Et donc les filles m'avaient dit on voulait un mec et on a trouvé que tu étais bien et on te propose de nous rejoindre. Donc j'ai rejoint les filles et on a présenté leur projet. Le but c'était de représenter la France au concours mondial du Brandstorm. Et on n'a pas gagné le concours mondial, mais on a tapé dans les yeux des RH de L'Oréal France et donc ça m'a permis d'obtenir un stage chez eux. J'étais assistant chef de produit sur les crèmes anti-rides de Garnier. J'ai cru que t'allais me dire contre les hémorroïdes. Non, j'ai pas été pris sur celui-là. Non, ça n'existait pas chez L'Oréal. Mais non, j'ai fait la crème, en vrai, la pub. Un stage chez L'Oréal, c'est hyper formateur, tout le monde le... Et là, on pourrait dire c'est une crème qui coûte la peau du cul. Oui. Et ça, c'est une bonne campagne de pub, voilà. Ça. Et tu vois, en vrai, c'est là où je me dis que, effectivement, je te vois bien en pub parce que t'adores les jeux de mots. Ouais, et franchement, dans le métro, quand tu regardes les pubs, c'est essentiellement des jeux de mots. Et dans les pubs et dans l'équipe, le journal L'équipe, il n'y a que des jeux de mots. D'où mon plaisir de le lire quotidiennement. J'ai fait ça pendant 6 mois, j'ai énormément bossé. Comme d'hab, j'étais pas sûr d'y arriver parce que la cosmétique, c'était pas mon délire. T'as kiffé l'expérience quand même? Au final, je l'ai kiffé parce que j'ai appris beaucoup. Je me suis prouvé que j'étais capable de travailler beaucoup. T'en doutais encore à ce moment-là? Mais je pense que c'est encore aujourd'hui. À chaque nouveau projet, c'est se montrer qu'on a les capacités de. Quand je suis passé de l'Hollywood à Cisbro, c'était pas le même exercice. On a chié au début sur Cisbro. Au bout de 2 mois, boum, j'ai trouvé le truc et j'ai réussi. Quelqu'un m'a dit ça, je suis un diesel. Je mets un peu de temps à démarrer. Je suis pareil. C'est le comte de Boudabala qui m'a dit ça. M'a dit t'es un diesel, tu mets un peu de temps à démarrer, mais une fois que tu démarres et que t'as compris, ça va. Bref, tout ça pour dire que L'Oréal c'était pas forcément pour moi, mais voilà, 6 mois de stage chez L'Oréal sur le CV, ça envoie. En marketing, en pub, c'est très bon. Et donc voilà, comme S, même parallèle. C'est pas pour moi, mais je vais le faire parce que je sais que ça m'ouvrira des portes. Et ça valait le coup parce que ça m'a permis d'avoir mon master et d'ailleurs d'avoir un autre stage de fin d'études. J'ai été pris chez Unilever pour les déodorants Axe, là pour le coup, qui était un truc qui me faisait vraiment kiffer parce que leurs pubs elles sont canon, il y a beaucoup d'humour. Est-ce que tu as un souvenir marquant d'un stage, bon comme mauvais? Il y en a un auquel je pense là. J'étais chez L'Oréal. Mon N+2 à l'époque était pas méchant mais un peu dur et j'avais envie de faire bonne impression. Il me demande un moment de faire un graphique sur Excel et il me dit est-ce que tu peux me faire ça? Et je dis ouais je peux le faire. Je sais pas le faire hein. Mais je me suis dit je vais y arriver. Et comme d'hab, comme je te disais, j'ai tendance à penser que ma motivation compensera le manque de compétences, tu vois. Et donc je me lance tout l'après-midi dans le truc et j'arrive pas à faire son graphique. À la fin de la journée, je viens le voir, j'ai fait un truc et il me dit mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Je fais ouais mais j'ai pas réussi. Il me dit ok et il le fait devant moi et lui il apprend à le faire devant moi et puis voilà c'est ça. Il me dit ah putain ok maintenant j'ai compris. Il me fait ouais moi je suis très content que t'aies compris mais la prochaine fois quand tu sais pas le faire tu me dis que tu sais pas le faire parce que là tu m'as fait perdre du temps. Et j'ai dit je suis désolé. Il me fait non c'est pas grave t'apprends mais quand tu sais pas il vaut mieux dire je ne sais pas, assumer et apprendre plutôt que de mentir ou faire bonne impression. Comment on passe du marketing à
ton métier actuel? À la fin de mon stage de fin d'études, j'ai passé des entretiens pour rentrer dans un graduate programme d'Unilever et j'ai été pris. Et là, c'est un parcours où on te propose pendant 3 ans en CDI de faire 3 métiers différents chaque année. C'est une formation accélérée pour devenir manager. Donc, c'était super enrichissant. J'ai pas tout aimé. Le commercial, j'ai détesté. J'ai fait une dépression. Ça allait pas du tout. Tout ça pour te dire que j'ai fait une formation un peu royale là-bas. Sur le papier, c'était génial et ma raison me disait ouais, bravo, c'est super et tout. Mais mon cœur me disait mais non, mais t'es malheureux ici, c'est pas ça que tu veux faire. Rappelle-toi, toi, ce que t'as fait kiffer, c'est de faire le spectacle de fin d'année au lycée. Donc, quand tu tournes des vidéos le week-end avec tes potes ou Chanel 9, c'était ça ton kiff. Donc, j'ai jamais lâché le week-end. On faisait des vidéos avec Manu, Hugo, Arnaud pour la chaîne YouTube de Manu. Et il y a un moment où cette double vie ne tenait plus. Puis nos projets perso, ils commençaient à devenir de plus en plus professionnels. On commençait à avoir des opportunités. Et à un moment, il a fallu faire un choix. Et quand même, ils n'avaient pas encore la capacité de m'accueillir sur l'Hollywood parce que c'était le tout début du projet. Mais c'était pas encore l'Hollywood, c'était Wonderfuls. C'était Wonderfuls à l'époque, mais c'est devenu l'Hollywood pendant ma dernière année chez Unilever. J'ai encore fait une dépression, je pense, là, à ce moment-là. J'ai dit à ma boss, écoute, je ne peux pas continuer, je me sens plus heureux, pas à ma place, et j'ai envie de rejoindre mes potes. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle, on s'est mis d'accord sur une date de départ pour que je puisse bien finir mon boulot et qu'on trouve un remplaçant, une remplaçante. En parallèle, j'ai pu rejoindre l'Hollywood, mais tu vois, ça a été 6 mois de négociations et d'attente, mais ça s'est fait en bonne intelligence parce que j'ai toujours été transparent avec Unilever pour dire j'ai un projet à côté avec mes potes, c'est important pour moi. Et à un moment, on a réussi à structurer la boîte de prod pour que je puisse avoir un salaire. Et là, au bout de 2 ans, j'ai pu vivre sans chômage de l'Hollywood. Et ça, c'était comme extraordinaire. De là, tu te jettes dans l'univers vraiment comédien, YouTube. Ça t'a pas fait peur? Si. Déjà financièrement, ça me faisait peur parce que c'était très instable. J'avais un CDI, j'avais un salaire à la fin du mois, j'avais une sécurité. Là, intermittent du spectacle, j'étais même pas intermittent. Il fallait que je fasse des heures. Auteur, c'est un peu précaire. Donc ouais, j'avais peur, mais je me suis dit, j'ai mon chômage. Je sais que si je le fais pas, je vais le regretter. Donc j'y vais et en travaillant, je vais y arriver. Et puis surtout, j'arrive dans une boîte de prod qui était existante. J'avais mes potes qui étaient déjà là, donc j'étais dans une structure bienveillante. Je gagnais un peu moins bien ma vie au début, mais j'étais tellement plus heureux. Et ça, c'est une vraie leçon, c'est que je quittais la sécurité financière et le chèque à la fin du mois pour quelque chose de plus instable, plus précaire, de plus incertain. Mais là, au moins, j'avais une certitude d'être heureux avec mes copains. C'est ça la vie, c'est se lever le matin, faire un truc que t'aimes. Parce que la vie est trop courte pour se faire chier. Je suis tellement d'accord. C'était pareil au moment où je suis arrivée dans cette boîte de production quand j'avais 19 ans. Enfin, je me disais mais waouh, là je vais gagner mes petits sous en faisant des blagues, en travaillant avec des créateurs que j'adore, sur une plateforme que j'adore. Ça ressemble à quoi ton quotidien? L'Hollywood est différent. Aujourd'hui, les sketchs Hollywood et les sketchs à la télé sont en pause parce que ça fait 10 ans qu'on fait ça, des sketchs sur internet, Wonderfuls Hollywood, et on n'a plus la même passion qu'avant parce qu'on a fait un peu le tour du format court de 3 minutes. On aimerait se développer sur autre chose, on aimerait passer un cap. On essaie de travailler sur un film Hollywood. On a une idée, on va voir ce que ça donne, mais voilà, pareil, on sait que si on le fait pas, on va avoir des regrets. Et notre cœur nous dit de faire un film, la raison nous dirait de continuer des sketchs. On écoute notre cœur et pas notre raison. Donc à côté de ça, moi je suis auteur avec Manu en duo sur scène de ménage. Donc chaque semaine, on a une vingtaine de textes à envoyer. S'ils sont acceptés, on nous les achète et on est payé. Après, ils sont tournés, après ils sont diffusés. Et quand ils sont diffusés, on touche des droits d'auteur. Ça, c'est mon 2e projet. Après, j'ai un 3e projet qui est un film qu'on a écrit, j'ai une idée de Manu, qu'on a écrit avec Raphaël, qui est un des auteurs d'Hollywood. J'ai un 4e projet que stand-up que je fais depuis longtemps, mais là, j'essaie d'écrire un spectacle. Manu m'aide là-dessus aussi, puisqu'on est tout le temps ensemble avec Manu sur scène de ménage, donc on a du temps libre. On paraît de se retrouver sur ce projet-là. Et le dernier projet que j'ai, c'est donc je suis auteur de livres pour enfants depuis 2 ans. J'ai écrit 2 livres pour les enfants de 4 ans et plus, ça s'appelle Les Chevaliers. Donc c'est des chats qui sont chevaliers de la table ronde. Donc c'est un album illustré, un peu comme une BD. C'est un truc qui me tient à cœur parce que je suis tonton depuis 5 ans, papa depuis 2 ans. Moi, mon vrai moteur dans la vie sur tous mes projets, c'est de faire rire les gens, que ce soit les abonnés sur internet de l'Hollywood, sur scène quand je fais du stand-up. Demain, j'espère au cinéma ou sur une plateforme avec un film Hollywood. Et faire rire des enfants, c'est extraordinaire. J'ai fait rire mon fils là, avec ma nouvelle histoire. Là, Le Chevalier 2? Ouais, et t'es mort de rire sur un truc et ça m'a fait tellement chaud au cœur. C'est trop mignon. Être auteur ou illustrateur de livres pour enfants, c'est pas un métier très bien payé, mais c'est payé en sourire et en amour. C'est génial. Ah, c'est génial. Parce que là, tu viens de sortir Chevalier 2, Je viens de sortir là, il y a une semaine, le tome 2 des Chevaliers, Les Chevaliers contre les ratons baveurs, est disponible partout. J'ai 4-5 projets en même temps et j'essaie de faire rentrer ça en une semaine. Après, le vrai secret, c'est que tu as un projet qui te rémunère pendant la semaine et quand tu as 1 ou 2 jours de libre, tu passes sur des petits projets à toi. En tout cas, ça, c'est mon équilibre à moi. Ça va peut-être pas à tout le monde. Quand je vois un peu avec toi, là, on fait un peu la rétrospective de mon parcours scolaire et professionnel que j'avais jamais fait, donc c'est intéressant quand même de revenir dessus pour moi. J'espère pour les gens qui nous écoutent aussi. Mais le truc que j'ai appris, que j'aurais aimé qu'on me dise, tu sais quoi, en fait, je dis ça, mais on me l'aurait dit, je l'aurais entendu, mais il faut faire l'expérience pour apprendre, je pense. J'aurais aimé quand même
qu'on me le dise avant, c'est ne te lance pas à corps perdu dans un truc parce que tout le monde le fait. Faire un bac S parce que tout le monde le fait et que ça ouvre des portes. Aller chez L'Oréal parce que c'est l'élite. Fais un truc pour toi, c'est ta vie. Tu vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Après, c'est intéressant de faire des expériences et de voir que c'est pas pour toi. C'est pas de te renforcer dans tes convictions personnelles et me dire, bah non, en fait, à titre perso, les maths, S, Dauphine, le marketing, c'est pas vraiment pour moi. Moi, ce que je voulais faire, c'était écrire des blagues, faire rire les gens. Bah, je l'ai appris au fur et à mesure et c'est en faisant des expériences que j'ai découvert que c'était vraiment ça. En gros, en résumé, écouter le cœur plutôt que la raison. Faire un truc pour toi. Et ça, je pense que je leur dirai dans d'autres épisodes. Je pense que quelqu'un qui se sent paumé, justement, il faut essayer de se rappeler de quel enfant on était, qu'est-ce qu'on faisait automatiquement et qui nous rendait heureux quand on était petit, tu vois. Tellement. Et tu sais, il y a un moment, ma flamme était un peu éteinte. Ça, tu l'avais vu, j'avais vraiment, j'avais plus envie de rien faire. Genre, j'essaie de me dire, mais qu'est-ce qui me faisait kiffer? Et en fait, quand toi-même t'as pas la réponse, va demander à tes proches. Donc chacun a son point de vue, mais en fait, il y a toujours quelque chose qui converge. Là, tu dis, ah ben oui. Oui, c'est ça. Putain, c'est une bonne boussole là, ce que tu donnes. Tu vois, en vrai, toi, c'est ça. Enfin, en fait, t'as toujours aimé faire rire. Et en fait, au final, t'y reviens, tu vois. De toute façon, c'est plus fort que toi, la nature te rattrape. C'est ça. Donc on arrive un peu sur le bilan effectivement de ta vie finalement. Bilan. Après ta vie s'arrête ici. Faut pas. Ah bon, c'est fini. C'est fini. On a fait le bilan là. Je meurs chez Partage Café. Bah ça me va. Hein. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné? Ah, le pire conseil. Parce que je trouve que dans la vie on donne beaucoup de conseils. C'est une bonne question. Tout le monde a son petit truc à dire, mais parfois faut pas retenir tout, tu vois. Je réfléchis parce que je trouve que la question est hyper pertinente. Tu vois, j'en ai pas de pire conseil et c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que je suis bien entouré. Même dans mes stages, c'est des relations de 6 mois avec un maître de stage ou quoi. Aussi, mon N+2 chez L'Oréal m'a dit, tu sais Charles, il n'y a pas que la cosmétique et L'Oréal. Hein. En gros, va voir ailleurs, je pense que tu serais mieux ailleurs. Ben, c'était un bon conseil. Ma mère qui me dit un conseil que je répète souvent, c'est fais toujours de ton mieux. Que même si ça marche pas, tu n'auras pas de regrets. Et si ça marche pas, ça veut dire que c'était pas le bon moment ou pas le bon projet pour toi. Et ça m'a vachement détendu. Faire de son mieux, c'est dans les accords de Toltec. Oui. Et le trouver, le petit truc en nous, la petite flamme, c'est le why. Et ça aussi, c'est une de tes rêves. Et ça m'amène justement à cette question, cette transition de fou furieux. Est-ce que tu as un truc à recommander, que ce soit un film, un bouquin, un truc qui toi te fait du bien ou qui t'a permis d'avoir une sorte de petit déclic? Bien sûr, carrément. Alors déjà, écoutez les podcasts de Alix Nico. Ouais. La pause paumée. Tu l'as cité, moi il y en a 2. Il y a les accords Toltec. C'est Verino, un humoriste que j'adore, aussi bien sur scène que dans la vie, qui est vraiment il a l'air adorable. super cool ce mec. Mais lui, il disait dans une interview un truc qui lui a servi de déclic, c'était les accords Toltec parce que ça a permis de mettre 4 priorités dans ta vie assez faciles. D'ailleurs, je les ai dans mon téléphone. Attends, mais t'as pris note sur ton téléphone? Ouais, et c'est dans ma to-do list. À la fin de ma to-do list, il y a les accords Toltec et j'essaie de les relire. Pendant 1 an, je les ai relus tous les jours et puis après, c'est devenu. Ta philosophie de vie, quoi. Ouais, mais c'est hyper important parce que je trouve que les accords Toltec, ils permettent de te recentrer sur toi et d'arrêter de comparer aux autres. Que votre parole soit impeccable. Ne dis jamais du mal des gens. Ne fais jamais une affaire personnelle. Ne fais pas de suppositions. Va pas penser que si quelqu'un est arrivé en retard, c'est qu'il t'aime pas. Et enfin, fais toujours de ton mieux. Le fameux. Donc ça, c'est le premier livre que je conseille. C'est un livre tout petit, les accords Toltec. Ça se lit super rapidement. Et le deuxième, tu l'as cité, c'est une vidéo qui s'appelle The Golden Circle, où c'est je sais plus le nom du gars, doit être un universitaire américain. Je le résume pas très bien, mais allez voir la vidéo, ce sera beaucoup mieux que moi. Il dit que la plupart des marques... Je mettrai tout dans la barre ce sera mieux. Tout. En gros, le résumé de la vidéo, c'est trouver le why, la raison d'être, le pourquoi vous faites les choses dans la vie. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, en fait, moi, mon why, c'est de faire rire les gens. Quand j'ai trouvé ça, waouh, ça m'a donné un peu une ligne de conduite dans la vie. Kian Kojandi, c'est lui qui m'avait cité cette vidéo dans une interview, un podcast que j'ai entendu. Et lui, son nom de la boîte de prod qu'il a monté, c'est faire kiffer les gens. Ben, c'est ça son why. Moi, c'est faire rire les gens. Lui, c'est faire kiffer les gens. Toi, c'est moi les gens. Moi, c'est donner le sourire aux gens. Et ça, j'ai envie de le faire à travers tous les concepts que je ferai à l'avenir. C'est toujours un petit fond, que ce soit éducatif, culturel et tout. Mais je veux aussi me dire que les gens, quand ils regardent le truc, ils passent du bon temps. Ça leur change les idées, voire même ça les aide, tu vois. Enfin là, je pense que Paumé, ça a une bonne cause. Très bonne cause. Et pour ça, je suis très fier d'être ton premier invité. Quand tu as trouvé ton why, ton pourquoi, ta raison d'être, tu t'entoures de gens qui la partagent ou qui comprennent ta raison d'être, qui disent bah évidemment Alix c'est ça et je vais tout faire pour t'aider dans cette direction. Et avant de se quitter, avec qui je pourrais prendre ma prochaine pause paumée selon toi? Je viens de lire son livre, c'est Panayotis Pasco. Ah ouais. C'est intéressant parce que lui, il a été exposé très tôt à la notoriété et je crois qu'il a tout juste eu son bac et après il a pas fait d'études. Mais le gars il était déjà sur le quotidien tout en passant son bac. Et il est parti. Et le gars il a fait non. Parce qu'il se sentait paumé là-bas justement.
Merci d'avoir écouté notre pause paumée avec Choupa dans son café qui s'appelle le Café Partage dans le 15e arrondissement. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles sur votre appli. Vous pouvez suivre toute l'actu du podcast sur Instagram à @pausepomme et découvrir tous les autres formats de paumés sur mon Instagram @alexclico. Et si vous sentez paumé et que vous avez des questions à poser, envoyez-moi un petit mail à pommepodcast@gmail.com. On pourrait y répondre lors d'une prochaine pause paumée, genre mercredi prochain.